Lorsque tu dis de bonnes choses, il est toujours bon de mettre un bâton près de toi pour te défendre. C'est un adage qui vaut son pesant d'or même dans l'univers médiatique. D'après le fichier national de la communication, le Cameroun compte près de 200 radios, 30 télévisions, 100 presse écrites, 20 médias en ligne dûment enregistrés. Certains, pour des raisons diverses, ne s'inscrivent pas toujours dans la démarche traditionnelle d'informer, éduquer et divertir. Pris en poursuite judiciaire, ces médias seront alors présumés coupables si tous les éléments de traitement et de diffusion de l'information sont délibérément négligés. Avec Maître Aumont, il faut d'abord rappeler l'encadrement légal de la présomption d'innocence pour toute personne physique, morale et organe de presse qui, suspectée, inculpée ou prévenue, prétendrait à recourir à la défense. Déjà, nous allons essayer de partir d'un cadre plus large pour un cadre un peu plus restreint qui est celui de notre pays. Il faut déjà comprendre que la présomption d'innocence est consacrée par la majeure partie des textes internationaux. Et là, je vais vous renvoyer de mémoire à l'article 11 dans son alinéa premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui pose clairement les bases de la présomption d'innocence, qui consacre donc la protection par les institutions compétentes de la réputation et de l'honorabilité de la personne poursuivie. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez vous rendre compte que l'intégralité de la chaîne d'enquête, de la chaîne d'investigation, de la chaîne d'instruction est secrète. J'insiste bien dessus. L'intégralité de la chaîne d'investigation et d'instruction est secrète. À partir du moment où ce secret, cette confidentialité est violée, vous comprenez que l'honorabilité et la crédibilité de la personne qui fait l'objet de cette instruction est mise à mal. Et étant donné que seule une décision définitive d'une juridiction compétente peut établir ou non la culpabilité d'un citoyen, tout élément qui tendrait à faire peser sur cette personne une présomption de culpabilité, j'ai envie de dire, ou même déjà une conviction de culpabilité, reviendrait à atteindre à son image, à sa crédibilité, à son honorabilité et donc à sa personne. Et il serait très dangereux pour une personne comme celle-là d'avoir les éléments qui prouvent justement qu'officiellement, elle a déjà été convaincue de culpabilité devant l'opinion publique. Bien sûr, vous comprenez que ça ouvre la lieu à des infractions, notamment la diffamation. Est-ce à dire que la législation universelle est en adéquation avec le contexte légal camerounais? Lorsque je parlais du secret de l'instruction, il faut savoir que notre code de procédure pénale le consacre. La présomption d'innocence, notre code pénal le consacre. Les délits, notre code pénal les consacre. Le délit de diffamation est évidemment consacré, enfin, sa répression est consacrée par nos textes pénaux. Et n'oublions pas, puisque nous parlons aussi des médias qui sont un acteur incontournable de la transmission et du traitement de l'information sur l'échelle d'un pays ou même d'un continent, l'infraction de diffamation par voie de presse est consacrée. Donc, cela revient à dire en des termes simples qu'un média qui prendrait sur lui de présenter sous un jour ouvertement coupable ou ouvertement condamnable, une personne qui fait l'objet d'une enquête non encore parvenue à son terme et qui ne fait pas l'objet d'une décision définitive émise par une juridiction compétente, s'expose à des poursuites judiciaires. Primauté de l'information, c'est bien. Primauté de l'information et réflexe juridique, c'est encore mieux. Pour une presse ou un citoyen régulier des réseaux sociaux par ailleurs, qui se serait amusé à tirer à bout portant sur une personne physique ou morale, le droit camerounais peut déployer sur ces entités une tentacule. Déploiement effectué sous deux angles. Si nous allons sous l'angle des médias classiques, des médias dits classiques, télévision, radio, presse écrite, il y a déjà dans notre jurisprudence des cas dans lesquels des médias se sont retrouvés poursuivis et condamnés. Parce qu'une personne a vu son honorabilité ou son image visiblement écornée. Et surtout dans l'hypothèse dans laquelle elle ne s'est pas vue octroyer un droit de réponse. Parce que c'est ce que la loi permet aussi, à première demande, de toute personne qui se retrouverait mêlée à une actualité par un média,
ce média lui doit un droit de réponse. Oui. Alors, si la personne se retrouve privée de ce droit de réponse et voit son image écornée, elle a le droit de solliciter d'une juridiction compétente la réparation pour le préjudice subi. S'agissant maintenant des médias de nouvelle génération, un peu plus liés aux technologies de l'information et de la communication, la question est un peu plus complexe. Elle est complexe à deux niveaux. Elle est complexe à deux niveaux parce que, déjà, la nomenclature juridique camerounaise et communautaire, aussi loin que je remonte, ne suit pas encore à l'exacte vitesse le boom du développement technologique. Et donc, étant une nouvelle plateforme d'échanges sociaux et d'interaction sociale, les réseaux sociaux sont très ou alors extrêmement dynamiques. Voilà le premier problème. Le second problème, c'est que au-delà de l'encadrement juridique, il ne faut pas oublier que c'est d'abord une émanation sociale. Et en tant que telle, les personnes qui sont actrices de ces réseaux sociaux sont fortement impliquées ou fortement influencées par ce qu'elles lisent, par la manière dont ce qu'elles lisent est rédigé, par les orientations subtiles ou à peine voilées qui y sont faites. Donc, même dans l'hypothèse où ces médias, ces plateformes se verraient poursuivis ou rappelés à l'ordre, l'impact qu'elles auront ira bien au-delà de la répression. Et c'est là le danger. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les médias ou alors les réseaux sociaux sont devenus une nouvelle instance juridictionnelle qui peut, quand elle veut, quand elle le souhaite, noircir ou blanchir toute personne de son choix. Au mépris de ses droits, au mépris parfois de la vérité ou au mépris des conséquences qui peuvent être attachées à ce genre d'acte. Parce que n'oublions pas que chaque citoyen est un père de famille, est un membre de communauté, est un chef d'entreprise ou est un employé, est un collègue, est un voisin, est une personne aussi agréable à voir et qui du jour au lendemain se verra, lui et les personnes liées à lui, touchées par une information sans qu'on ait eu au préalable à vérifier si ces informations sont avérées ou non. Voilà le véritable danger. Mais la complexité des réseaux sociaux ne limite pas la chaîne d'investigation pénale selon les attributions spécifiques à chaque maillon. Alors, ce n'est pas le juge, à proprement parler, enfin le juge d'instruction qui va s'autosaisir. Oui. Toute la chaîne judiciaire fonctionnelle, ou alors la chaîne de jugement, est composée de magistrats qui, en fonction de leurs différentes affectations, auront des statuts particuliers. Certains seront des juges de jugement, d'autres seront des juges d'instruction, d'autres seront procureurs de la République. Mais d'un point de vue textuel, d'un point de vue technique, le gardien, une fois de plus, comme je le disais, de la moralité publique et de la loi pénale, c'est M. le procureur de la République. Donc le procureur de la République a la capacité de s'auto-saisir à partir d'une information qu'il aurait perçue. D'ailleurs, si nos souvenirs sont bons, nous revenons à quelques mois, en fin d'année 2022, une certaine personne, une jeune demoiselle, s'était illustrée quand même par un certain nombre de productions à caractère obscène sur les réseaux sociaux. Et il n'avait pas fallu la plainte d'une personne privée pour que monsieur le procureur de la République se saisisse. Voilà. Donc, la seule chose sur laquelle il faudrait peut-être revenir, c'est l'obligation qui est faite au procureur de la République de procéder par la voie de ses collaborateurs de police judiciaire et autres experts, de vérifier la matérialité des faits. Une fois que cette matérialité est vérifiée et que la commission ou alors la factualité de ces infractions n'est plus à discuter, n'est plus sujet à discussion, que cette personne soit invitée à se justifier. Donc, on peut s'autosaisir, mais il y a un cadre qui va mener de l'autosaisine à la juridiction de jugement. Cet espace qui donne de la visibilité planétaire à ce qui est publié entraîne une certaine délicatesse dans la gestion d'une affaire concernant les médias. Comment gérer les médias et le secret d'une instruction quand on est magistrat? C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons au moins 3 grandes forces qui viennent mettre à rude épreuve le travail du magistrat. La première est la liberté d'information. Les médias, qu'ils soient classiques ou qu'ils soient de nouvelle génération, recherchent toujours un maximum de sources fiables, proches de la vérité, pour pouvoir en temps réel tenir leur audimat informé. Minute by minute, comme ils aiment bien dire, l'information en temps réel. Et pour cela, il n'est pas
inhabituel de voir certains médias recourir à différents subterfuges pour pouvoir entrer en possession de l'information. Mais une fois que nous nous situons sur le prisme de tout ce qui a été dit précédemment, nous comprenons que ces informations ne sont que partielles, parcellaires, parfois même partiales. Or, l'information se doit d'être objectivement concrétisée pour pouvoir faire l'objet d'un commentaire. Vous avez donc cette première force qui vient mettre à mal la protection du secret. Vous avez le second élément qui est la pression sociale. Cette pression sociale qui parfois est fortement impactée par les médias, par les informations qui sont relayées par le public, mais aussi par la communauté ou alors par le voisinage du lieu de commission d'une infraction. Vous imaginez l'assassinat odieux d'une enfant de 8 ans au sortir de son école. Vous imaginez dans quel état se trouve la circonscription dans laquelle vivent les parents de cet enfant. Vous imaginez cette jeune mère qui va s'asseoir devant le bureau du procureur toute la journée en tenue de deuil, qui même sans prononcer un mot est déjà un poids psychologique énorme sur le représentant de la justice qui est en train d'enquêter. Vous avez un certain nombre de déclarations avérées ou non qui sont faites et qui sont scandées sous tous les cieux, désignant une personne comme étant le coupable de cette ignominie. Vous avez donc cette pression que le juge instructeur va devoir supporter. Vous avez les médias. Et vous avez aussi, il faut pouvoir le dire, vous avez l'avocat et les autres acteurs judiciaires qui, suivant le bord duquel ils se trouvent, peuvent faire pression, légalement, bien sûr, vont faire pression sur les orientations du procureur de la République ou du juge instructeur, en tout cas du magistrat en charge de l'investigation dans cette affaire. Alors imaginez toutes ces trois forces simultanées, d'importance relative et de degré de violence relative sur les épaules d'une seule personne, qui reste après tout un être humain. Et nous n'avons pas encore parlé de sa conscience. Parce que, rappelons-le, dans le serment du magistrat, il rend les décisions, au nom du peuple camerounais en tout cas, en respect des lois, des faits et aussi de sa conscience. Médias, réseaux sociaux, chaque entité se doit alors de contribuer à la conscience tranquille du magistrat en appliquant collecte, vérification, traitement, confrontation des témoignages et responsabilité civique. Cela nous éviterait assurément de passer à la barre et d'être condamnés par le tribunal de la neutralité et de la juridiction.